Bonjour. Donc, ce colloque concerne la vulgarisation et la diffusion des savoirs avec les communications axées sur les différents angles hier et aujourd'hui et les intervenants qui se sont et qui vont encore se succéder. Dans ce contexte-là, l'idée, c'était aussi de proposer une table ronde qui ne ressemble pas du tout à une table ronde, mais ça ne fait rien. Tout est dans les idées. Et donc, une table ronde pour mettre l'accent, d'une part, sur les outils à disposition des enseignants pour diffuser les savoirs, et d'autre part, sur l'accès aux connaissances dont disposent les jeunes à travers les canaux de transmission qui parlent à leur génération. Voilà, donc le grand challenge, ça va être de faire tenir tout ça dans 1 heure, et il ne faut absolument pas hésiter à me dire quand je peux aller m'installer au bon endroit. Alors, pour échanger sur ces sujets, les participantes et les participants à cette table ronde, je vous les présente tout de suite. Monique Mertens, qui est à côté de moi, qui est secrétaire de la section de Jodogne, de l'extension de l'ULB depuis 1991 et qui a enseigné dans le secondaire supérieur. Claire Moureau est avec nous également, qui est enseignante, faites signe, ça vous voit, enseignante à l'Athénée Gatti de Gamon et à Jean Absil. Cécile Moucheron, qui est professeure à l'ULB et évidemment, comme je ne suis pas à l'endroit où je devais être, je n'ai pas le complément si je l'ai, qui est conseillère du recteur pour les relations avec l'enseignement secondaire et supérieur et qui est présidente de la filière didactique de chimie. Nathan Eutendal, là, dont vous avez vu les vidéos pendant la pause, qui est docteur en sciences et qui est donc auteur de la chaîne de vulgarisation scientifique Chat Sceptique sur YouTube. Et Pierre Van den Dungen, bonjour à vous, maître de conférence à l'ULB et président de la filière didactique en histoire. Voilà donc les participants à cette... on a un très très gros spot dans la figure Madame Mertens, c'est très très violent. C'est vraiment fort violent. Si on peut le diminuer un tout petit peu, ça nous permettra de diminuer le... Voilà. Parce que là, on ne voit plus rien, très très rapidement. Donc avant de développer véritablement les 2 angles qui ont été souhaités pour cette table ronde, peut-être un mot avec vous et avec les participantes et les participants sur le fait que les institutions, les politiques, les médias, l'autorité, l'école, la science aussi, tremblent sur leur base, en réalité, aujourd'hui. La crise de confiance, elle est là, elle est très forte, à l'égard aussi de ce qu'on appelle, d'une façon générique, le savoir. Il y a une défiance, il y a une mise en doute, il y a un rejet parfois qui s'accompagne aussi, dans certains cas, d'une plongée dans des théories très farfelues. Et donc, je souhaitais vraiment commencer cette table ronde en vous posant la question à vous, et étant donné vos zones de compétences et d'action, de savoir quelle était la réponse qu'il fallait donner à ce phénomène qui est très actuel, qui, en tout cas dont le côté très aigu est important pour le moment. Mme Moucheron, peut-être. Oui, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la science en tant que telle n'est pas forcément vue comme étant toujours la meilleure des choses. On est un peu dans une période, on en parlera tout à l'heure, des aspects information non vérifiée, alors que de prime abord, la science est censée être une information vérifiée et en permanente évolution d'ailleurs, puisqu'on joue sur ces aspects-là. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. Je ne pense pas pour autant qu'on soit à contre-courant, bien au contraire. Et Walter nous l'a encore montré lors de l'intervention précédente. Je pense que notre rôle est plus que jamais important et fondamental. Ce qui est aussi important, c'est de parvenir à faire passer correctement ce qu'on souhaite faire passer et pouvoir avoir l'ensemble des gens avec nous. Je pense qu'avoir la science juste pour nous, finalement, ça ne sert à rien, c'est une science morte. L'important, c'est justement de faire en sorte que toute la société s'en saisisse et que toute la société puisse avancer de cette façon-là, donc de trouver les bons langages, de trouver les bons outils pour travailler avec l'ensemble des gens. Même avis, oui, même Moreau.
Oui, moi, dans mes cours, j'ai assez peu de problèmes avec ce que vous avez mis comme idée, c'est-à-dire que je ressens que les élèves ont plutôt soif de savoir, et j'ai assez peu de problèmes avec... c'est normal, c'est bien. J'ai assez peu de problèmes avec les inquiétudes qu'on a parfois, parce que moi je suis prof de bio, par exemple, par rapport à la théorie de l'évolution ou des choses comme ça. En toute objectivité, j'ai assez peu de problèmes avec mes élèves qui écoutent, qui comprennent, qui ont leurs opinions, mais qui ne sont pas du tout réfractaires, franchement, à entendre ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais je crois par contre que pour arriver à trouver des solutions, on va pouvoir se raccrocher à ce qu'on avait prévu de discuter sur l'esprit critique. Oui. Parce que je pense que il faut simplement apprendre aux jeunes à avoir une lecture critique de ce qu'ils reçoivent comme information, et que si on arrive évidemment à rencontrer ce défi-là, ils sauront gérer l'information multisource qu'ils ont et être pour le coup critique. Donc critique, c'est aussi de ne pas accepter forcément quelque chose qu'on n'a pas compris ou dont on ne connaît pas soi-même les sources. Bien entendu, on va parler évidemment de cela. Pierre Van Hungen, quand même là-dessus, parce qu'il y a quand même une urgence. On parle des jeunes ici, on parle de l'école, de l'enseignement, mais il y a le relais à la maison. On entend à la maison, on reproduit, le cas échéant, ou on prend le contre-pied, mais donc c'est un phénomène plus de société aujourd'hui, cette mise en doute, ce rejet, cette crise de confiance. Donc je veux dire, c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Oui, mais disons que ce qu'on peut imaginer, c'est ceci, c'est partir du fait que les élèves qu'on a face à nous arrivent avec un ensemble de connaissances qu'ils ont aujourd'hui glanées effectivement sur les réseaux. Et je pense que le dire, vous arrivez à l'école, c'est un lieu sacré, vous oubliez tout ça, non, c'est déconstruire ce qu'ils ont avec eux et montrer ce que nous on apporte, notamment en leur apprenant une méthodologie, idéalement dans une perspective selon moi interdisciplinaire, en tout cas bloc sciences humaines, sciences du vivant et même en relation. Mais c'est donc ne pas je pense, et ça a été dit dans les conférences du matin, ne pas déconnecter l'école. Il y a eu des théories comme quoi c'est un lieu sacré, etc. Pas du tout pour lui faire perdre de son importance, mais c'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des créateurs de savoir au pluriel qui ne sont pas dans les écoles. Et nous, moi, formateur d'enseignants, les enseignants sur le terrain, ils ne peuvent pas faire l'économie de tout ce qui se crée là. C'est ça, je pense, une des solutions qui permettent d'avancer, quoi. Madame Mertens ? Moi, j'ai quitté l'enseignement il y a une dizaine d'années et je me souviens de classes qui étaient vraiment enthousiastes. Quand on voit les petits, ils sont curieux de tout. On peut leur faire comprendre ce qui les entoure et c'est ça qui fait marcher finalement l'élève. Nous avons une histoire commune puisque Madame Moucheron était mon ancienne élève. Je crois que ce qui a toujours marché, c'était quand on traitait de sujets qui étaient proches d'eux. Et comme l'a dit notre ami Monsieur Stavlos, faire comprendre le monde dans lequel il vit. Cette science et cette déconnexion qu'on déplore là, il y a un travail immense à faire parce que je crois que l'attente du petit comme du grand, comme de l'adolescent que j'ai eu comme élève, elle est grande. Et alors si je peux encore me permettre l'intervention, je suis ici comme représentante de l'extension. Oui. C'est un pur bonheur pour des gens un petit peu plus âgés. Les conférences de l'extension s'adressaient à tout public et c'était une manière aussi, en organisant ces conférences dans les écoles, de permettre un contact direct avec des gens qui sont passionnés et passionnants à écouter. Et dans notre public qui malheureusement devient plus un public de seniors que de jeunes adultes, futurs acteurs de la vie économique, politique, sociale, pour laquelle il faut un engagement, on l'a bien compris. Ces gens-là sont ravis de revenir comme des grands enfants. Donc je crois qu'il y a effectivement un enthousiasme qu'on peut communiquer et on reprend un petit peu, je ne sais pas, un bâton de pèlerin peut-être, tous à nos différents niveaux pour faire retourner un petit peu dans le bon sens. Nathan Uitendaal, sur ce point peut-être, sur cette défiance. Alors, vous étiez un de mes invités samedi dernier dans Les Éclaireurs, donc je connais votre réponse, ou pratiquement, mais sur cette défiance et cette crise de confiance, chacun
a sa pierre à apporter à l'édifice. Hein. Moi, ce que je vais dire face à cette défiance justement qu'on a de la science, si vous faites face à une personne qui se met en opposition de la science, qui débarque avec une croyance qui est aberrante comme la Terre est plate par exemple, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de surtout pas attaquer la personne de manière frontale en lui disant « tu crois que la Terre est plate, t'es un crétin fini, t'es complètement con ». Il n'y a jamais personne qui a changé d'opinion parce qu'on lui a dit qu'il était con. Ça marche pas de toute façon. Ce qu'il faut faire, si vous faites face à quelqu'un qui se retrouve bloqué dans des croyances un peu absurdes et un peu bizarres, c'est réaliser qu'il ne comprend pas bien la méthode scientifique, il ne comprend pas bien le raisonnement critique, et c'est ça qu'il faut aborder avec lui. Ce qu'il faut discuter avec cette personne, ce n'est pas sa conclusion finale, genre la Terre est plate. Ce qu'il faut discuter avec cette personne, c'est comment elle est arrivée à cette conclusion. Quel a été son chemin, quel a été son parcours qu'il a mené depuis le moment où il n'était pas sûr de c'est quoi la forme de la Terre jusqu'au moment où la Terre est plate. Et quand on va parcourir ça avec lui, c'est là qu'on pourra voir les défauts, c'est là qu'on pourra pointer les difficultés et lui demander « Ok, tu as fait cette supposition-là, tu as assumé ça. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que si on raisonne de cette manière-là, on arrive toujours à la bonne conclusion ?» Commencer un peu à casser la manière dont il a réfléchi, dont il a pensé. Ça, c'est ce qui est efficace. Ça, c'est ce qui marche. Mais ne jamais attaquer la croyance de manière frontale. Alors, est-ce qu'à ce stade-ci, et sur cette entrée en matière, il y a une réaction parmi vous ou une question que vous souhaiteriez éventuellement poser ou une réflexion? Oui, non? Le succès est total. Pas maintenant. Comment? Vous avez un micro, Monsieur Van den Duyn? Non, vous n'en avez pas. Hein. Oui, non, okay. parce qu'on un pour deux. Ok, très bien. Vous l'avez abordé il y a un instant, Mme Bourreau, la diffusion du savoir, sa transmission, quel que soit le canal de transmission d'ailleurs, il ne sera pas optimal s'il n'y a pas un esprit critique qui est développé et qui est entretenu. Alors là aussi, chacun avec votre formation, votre zone d'activité, quel est le moyen pour développer et entretenir cet esprit critique? Pierre Van den Duyn. Disons que pour ce qui est de l'histoire, on travaille aussi selon les compétences, hein, de toute façon. C'est-à-dire qu'on a la mission non seulement, pas tellement de transmettre finalement, mais d'apprendre à apprendre. Et finalement, une des finalités, c'est de mettre les élèves, une fois qu'on leur a appris quand même différentes choses, quand ils ont une situation inédite, ils doivent être en mesure d'apporter des réponses sur des exercices non vus, par exemple aussi. Et une deuxième partie, c'est une formation citoyenne. Ce n'est pas le cours de citoyenneté, mais il y a aussi cet aspect-là, sur des aspects plutôt concrets. Moi, je crois que ramener le drapeau, apprendre l'hymne, c'est pas vraiment ça que j'entends comme une formation citoyenne. Mais c'est donc un savoir qui se construit avec les élèves aussi. Ils participent à ça. Ils font des exercices, ils posent des questions. Je crois que quand on dit transmission, et si on a cette vision de l'estrade telle qu'elle est là, ce que je suis en train de faire et vous parler, que je ferai ça tout le temps, sous le mode de la conférence, ça, pour moi, ça, devant plein de publics, ça marche pas du tout. Et je trouve que c'est normal que ça ne fonctionne pas. Parce que ça peut être parfois rasoir, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui reste de ça, surtout ? On a respecté le programme, on a tout vu parce qu'on a parlé, ok. Mais on fait le test 2 jours après. Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Est-ce qu'ils ont compris? C'est ça, à faire comprendre, quoi. Et apprendre à apprendre. Donc c'est compliqué. Oui, donc moi je veux d'abord cadrer le fait que, selon moi, ce que les adolescents ont à disposition, ou les jeunes de façon plus large, aujourd'hui, c'est une information hyper éclatée, énormément de sources. Donc je ne crois pas qu'ils ne soient pas intéressés. Je constate dans mes différentes écoles que, justement, ils réagissent à ça comme au reste, c'est-à-dire avec un mode assez zapping. Donc ils vont être curieux de plein de choses, ils vont avoir plein d'informations qui glanent dans tous les sens. Et selon moi, le problème, c'est qu'ils ne vont pas recadrer cette information, ils ne vont pas la mémoriser, parce qu'ils ne passeront pas par une étape de formalisation réelle de cette information. Et donc je crois que c'est quand même à l'école, et donc à nous les enseignants a priori en particulier, de les aider à pouvoir travailler cette matière qui vient de l'extérieur. D'accord ? Il y a la matière que nous, on va leur transmettre, c'est quand même normalement l'école qui transmet une base, et puis il y a cette matière autour. Donc moi j'ai différentes idées pour arriver a priori à essayer aujourd'hui
gérer cette question du développement de l'esprit critique. Donc ça commence par les cours. Il faut que dans les cours, à mon sens, la matière soit proposée dans un contexte vivant et qui est raccroché à la réalité. C'est-à-dire, je pense que si on apprend des éléments scientifiques de base, c'est intéressant de passer par le moment de la découverte, le contexte historique, les applications, pour que ça soit vivant. C'est la première chose. Mais ensuite, il y a toutes ces informations qui vont ramener de l'extérieur, c'est pas inintéressant. Je crois que le défi, c'est de les faire rentrer dans le cours. Donc je crois qu'il faut essayer, si possible, de dégager un espace dans les cours, un temps, où on va récupérer comme ça les informations que les élèves amènent. Voilà, moi j'ai entendu ça, j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai et prendre le temps de discuter en classe avec les autres de cet élément, recadrer, reformaliser et essayer de travailler la mémorisation. Je dirais que si on l'a valorisé, ensuite on va demander à tout le monde de l'apprendre, tel qu'il a été reformalisé et recadré. Ensuite, je crois, et je ne sais pas exactement où on en est parce que je ne suis pas ça de près, qu'un cours d'éducation aux médias ou un élément de cours qui aurait cet objectif-là de leur apprendre, évidemment, à avoir un regard critique quand ils accèdent eux-mêmes aux médias. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment reconnaître peut-être des informations fiables d'informations qui ne le sont pas, c'est aussi très important. Une idée, peut-être, qui relie un peu tout ça, ce serait de leur faire, moi je pensais, leur faire réaliser une sorte de cahier personnel d'informations. C'est-à-dire qu'ils glanent des infos depuis qu'ils sont en primaire, puis ils continuent comme ça, et ils auraient leur petit livre, ou à la limite peut-être un élément numérique, hein, je ne sais pas, où ils auraient compilé les informations, et elles seraient à chaque fois recadrées, reformalisées, et ils auraient, voilà, tout ce que j'ai appris un petit peu en plus, qui m'a nourri, et que finalement je vais retenir, quand même. Vous pratiquez de la même façon à Gatti-Gamon et à Jean Absil ? Oui, tout à fait, c'est le défi. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Gatti-Gamon et Jean Absil sont deux écoles qui ont des publics a priori différents en termes d'origine, disons, socio-économique. Mais je ne ferai pas trop de distinguo ni sur leur intérêt, ni sur leur capacité à faire cet exercice-là que je pourrais suggérer. Que vous avez déjà mis en pratique ou bien c'est une idée, le cahier ? Le cahier, je ne l'ai jamais mis en pratique. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement, en tout cas pas sur la longue durée qui pourrait être intéressante. Mais en réfléchissant, simplement, je me suis dit que ça pouvait être une idée. Et tout ça, redonner des espaces dans les cours, les pousser à formaliser, et peut-être ce cours d'éducation aux médias, bien sûr, tout ça, ça ne va pas sans des bonnes bibliothèques, de l'accès à l'information. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, ils n'ont pas tous accès, aussi bien qu'on l'imagine, à l'information. Il y a quand même toujours encore, là pour le coup, par exemple, des distinguos entre différents établissements. Et voilà. Voilà, et différentes sources aussi d'informations. Nathan Uttendal, vous qui pratiquez cette, on va dire entre guillemets, vulgarisation scientifique, parce qu'on reparlera de ce terme, hein, mais bon... sur la chaîne Chat Sceptique. Là aussi, est-ce que, puisqu'on parle de l'esprit critique, est-ce que vous avez, par rapport à vos vidéos, des retours de gens ou de jeunes, ou de moins jeunes, parce que je pense qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui vous suivent, par rapport au contenu de ce que vous expliquez ? Alors des retours, il y en a tout le temps. On va dire, il y a typiquement 1 millier de commentaires sous une vidéo que je publie. Je les lis tous. Je réponds certainement pas à tout parce que c'est juste impossible. Mais c'est ça qui est sympathique aussi quand on utilise un moyen de communiquer via YouTube. C'est qu'il y a vraiment moyen d'avoir un retour direct entre le créateur de contenu, la personne qui a créé la chose, et ceux qui le regardent. Les plus jeunes, ils sont accros à leur smartphone, on le sait tous. Ils sont en particulier accros à YouTube, ils se nourrissent d'informations via YouTube en particulier. Et donc, ma stratégie à moi, tout comme celle d'autres vulgarisateurs scientifiques en ligne, c'est d'occuper l'espace sur YouTube au maximum que l'on peut, bien sûr. Alors, c'est pas gagné d'avance, hein, parce que moi, je fais des vidéos genre le théorème central limite et je suis en compétition avec top 5 des petits chats les plus mignons ou quelque chose comme ça sur YouTube. Donc, c'est pas évident d'occuper l'espace quand on est un vulgarisateur scientifique. Mais on s'organise à notre manière, puisque
Moi, aujourd'hui, je représente, on va dire, les vidéastes vulgarisateurs scientifiques, mais en fait, on est organisé sous forme d'un collectif qui s'appelle le Café des Sciences, dont le centre de gravité est en France, pas en Belgique. D'ailleurs, je suis un des rares Belges qui fait partie de ce collectif. Et on regroupe des dizaines, je sais pas exactement combien on est, à mon avis on est peut-être même quelques centaines, des chercheurs, des scientifiques, mais également simplement des gens qui sont intéressés par la science et qui la vulgarisent aussi, parce que c'est pas un truc élitiste qu'on veut absolument garder aux mains des chercheurs et des scientifiques. La vulgarisation scientifique peut également être faite par des gens qui sont pas des scientifiques eux-mêmes, et donc on passe notre temps à essayer d'élaborer des stratégies, à trouver des cohérences entre nous, à faire tout pour occuper cet espace sur YouTube au maximum et garder l'intérêt des plus jeunes. Ça marche avec plus ou moins de succès. Alors la vulgarisation scientifique qui peut être pratiquée par des gens qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques, comme vous venez de le dire, tout le monde est d'accord? Un moucheron? C'est un peu difficile comme question, parce que si on veut que cette vulgarisation scientifique soit quelque part la plus correcte possible, il est important, je pense, qu'elle soit faite par des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, dans ce cas-là, quand même, les scientifiques sont normalement les premières personnes qui Alors sont attention, si je peux dire quelque chose avec ça, bien sûr, une personne qui n'est pas scientifique à la base peut parfaitement atteindre un niveau de compréhension suffisant pour le vulgariser proprement. Voilà. L'important, je pense, c'est de savoir comment, à un moment donné, on peut répondre à des questions. Parce que je pense que l'important, pour moi, c'est dans l'échange, c'est dans la discussion, c'est dans l'interaction. Et ce n'est que là-dedans qu'on peut notamment débattre et parvenir à développer l'esprit critique. On parlait tout à l'heure, à un moment donné, pendant la pause café, de cours, que voilà, quand on donne un cours à l'UNIF, on sait qu'aujourd'hui, même si normalement, ils devraient nous demander l'autorisation, ces cours sont enregistrés, ces cours sont filmés, potentiellement, on reprend des bouts qu'on va mettre, Dieu sait où, sur Internet. Et parfois, certains, du coup, ont peur de dire des choses. Moi, je pense au contraire qu'il est essentiel de titiller d'une façon ou d'une autre les étudiants, quel que soit le moment où on est, pour les obliger à réfléchir et à prendre à un moment donné une position en se disant, finalement, ce qu'on me dit là, oui, c'est vrai, est-ce que je vais vers où? Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je ne suis pas dans le bon? Et adopter tout doucement ce regard critique par rapport à ce que tout le monde dit, y compris les scientifiques. Et donc montrer que certains scientifiques, au cours de l'histoire, ont parfois adopté des positions un peu particulières. Je pense que c'est important aussi de le signaler, parce qu'on est dans une société où, en fait, on a quand même pour le moment un gros souci. Et je pense que la démocratie a quand même quelques inquiétudes à avoir par rapport à tout ce qui défile sur les réseaux sociaux, les inepties les plus profondes, les gens qui s'invectivent les uns les autres et en 3 minutes c'est parti, sans finalement réfléchir à quoi que ce soit, sans croiser plusieurs sources, sans débattre. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment l'esprit critique, quelle que soit la discipline. Et même en chimie, je vais dire, on peut, dans un cours de chimie qui normalement est complètement, je ne vais pas dire abscon, mais quelque chose qui est extrêmement théorisé, on peut leur faire découvrir l'esprit critique. Ça, c'est fondamental. Alors, à ce propos, peut-être, puisqu'on parle quand même de l'enseignement, Madame Mertens, vous l'avez rappelé, vous êtes confortable, hein, cette position. Non, mais c'est pas vous, c'est moi, je suis tordue sur ma chaise. Vous l'avez rappelé, vous avez enseigné il y a quelques années déjà. Vous étiez confronté aux mêmes problèmes, ou en tout cas à des ampleurs, à des problèmes de la même ampleur. Eh bien, je veux dire que j'ai eu de la chance d'être essentiellement confrontée à des classes de techniques et de professionnels. Oui. Et je travaillais vraiment dans l'option, donc en donnant cours de néerlandais ou anglais, j'étais vraiment avec ce qui concernait de près le présent et le futur de ces étudiants. Et donc, je n'ai eu guère de soucis. C'était peut-être bien aussi la différence. Est-ce que j'aurais voulu intervenir là? On peut être à des niveaux différents. Donc, avec des élèves de ces options, il fallait être très pratique. Donc, il ne faut pas être scientifique pur, je dirais, pour aborder et pour faire pratiquer dans ces classes-là. Et il y a peut-être des matières qui se prêtent exactement. plus ou moins à... Et donc, j'ai été confrontée avec des élèves qui ne pouvaient pas comprendre par la théorie, mais qui pouvaient comprendre par l'action. Donc, je ne parle pas uniquement de mon cours de anglais orienté ou de choses comme ça, mais dans leur pratique professionnelle,
ils n'étaient pas capables d'exprimer avec des mots, mais ils exprimaient par leur action. Donc je crois que notre rôle est aussi, selon les niveaux auxquels on se trouve, primordial. Hein, cet accès, cette compréhension du monde qui entoure, de ce qu'on a comme outil ou comme objectif à faire, le comprendre, et pas toujours avec des mots, des grandes théories. Mais ça aide à placer, donner une reconnaissance. Je trouvais que mes élèves méritaient, on pouvait être fiers de ce qu'ils faisaient. C'était pas des universitaires, ça ne serait jamais des universitaires, mais ils avaient leur dignité, ils avaient leur qualité, et donc l'enseignant a aussi ce rôle social finalement de donner confiance aux jeunes. Donc moi je me situe surtout en tant qu'enseignante à ce niveau-là. Voilà. C'était accompagner, aider à faire un pas et puis un autre, et puis se retrouver à un palier. Et puis je sais que dans l'école où j'ai donné cours, certains sont arrivés ici et ont réussi. Donc c'était pas à pas, une démarche de tous les jours, je crois, un encouragement aussi du prof. Alors on a parlé des différents publics à un moment donné aussi, avec, notamment avec Mme Moreau. Nathan, vous, à travers YouTube, vous parlez à tout le monde. Potentiellement. Je parle à tout le monde voilà. Potentiellement. Maintenant, il y a la réalité. J'ai les stats de qui regarde les vidéos, vu que quand on crée un compte Google, on est censé donner son âge et également son sexe. Maintenant, je ne sais pas si ces stats sont totalement fiables. Mais bon, voilà, en termes de personnes qui regardent, la plupart du temps, ce sont les 15 à 35 ans. Donc réussir à attirer des gens au-delà de 35 ans pour regarder ces vidéos, eh ben, c'est dur, en fait. C'est assez dur. Et en termes de sexe, c'est très majoritairement des hommes qui regardent ces vidéos. Et il y a énormément de mal à attirer les femmes pour regarder ces vidéos. Et ce n'est pas un problème propre à ma chaîne YouTube, à moi en particulier. Hein. Tout le Café des Sciences, qui regroupe la plupart des vidéastes scientifiques, ont le même problème. On a du mal à attirer le public féminin. Oui, Moucheron. Oui, c'est curieux. Oui, je suis un peu étonnée. Curieux. Je suis un peu étonnée. Maintenant, c'est vrai que ça dépend sans doute de la discipline scientifique aussi. Oui, voilà. Peut-être justement de l'outil. Parce que c'est vrai qu'il y a différents outils. Voilà, il y a les chaînes vidéo. Je constate que moi, je donne cours aux étudiants de la faculté des sciences et que, en gros, j'ai autant de filles que de garçons parmi mes étudiants. Et quand on travaille à l'expérimentarium de chimie, donc l'expérimentarium de chimie est à la fois un espace où on va pouvoir faire manipuler les élèves, et pour le coup, on fait manipuler les élèves du primaire, du secondaire, avec nos encadrants qui sont nos propres étudiants de l'université. Je dirais que c'est tout à fait mixte, totalement. On n'a jamais vu une proportion plus grande de garçons et de filles. Par contre, c'est vrai que dans les disciplines scientifiques, si on regarde les étudiants de bachelier, il y a clairement des différences selon les disciplines, entre l'informatique et la biologie, par exemple. Alors, je peux dire qu'à l'Institut de statistique à Louvain-la-Neuve, où j'ai fait ma thèse, bonne nouvelle, parmi les chercheurs qui sont là présents, on en est presque au stade de la parité homme-fille. Par contre, au niveau des professeurs, là, c'est pas encore ça. M. Van den Nuken, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Vous avez fait signe? Non, non, pas spécifiquement dans cette question-là. Et est-ce que... Moi, je vois... Ah, merci, monsieur. Allez-y, où on vous entend. Je voulais peut-être vous demander, peut-être surtout à Pierre et Cécile, est-ce que les universités, dans la formation qu'elles donnent, la formation qu'elles donnent, est-ce que vous avez le sentiment que les universités sont prêtes, forment correctement des enseignants avec des techniques de vulgarisation qui vont de plus en plus vite, de nouveaux modes de vulgarisation? On disait effectivement sur la chaîne YouTube, ce sont surtout des jeunes. Ceux qui enseignent sont beaucoup plus âgés. Comment faire pour préparer en fait ces générations et veiller à ce qu'ils restent à jour, parce qu'on a le sentiment aussi en vous écoutant qu'à un moment il y a un gap qui se crée entre les plus jeunes. Walter disait tout à l'heure qui appelle Google et qui demande tiens comment ça se passe, qui le font de plus en plus en classe, aussi à nos cours, quand on te dit quelque chose, on vérifie immédiatement si on a raison ou tort. Enfin, c'est de nouvelles techniques.
Et est-ce que les universités sont prêtes réellement au moment où on parle de la nouvelle formation Je crois des de toute façon enseignants qu'il faut qu'on améliore la formation que l'on propose aux futurs enseignants. Il faut être très, très honnête, même si on essaie de faire des progrès. En revanche, il faut prendre comme une donne le fait que Google est là. Et moi, je constate quand même, j'essaie de pratiquer ça dans le cours de pratique, justement, d'utiliser des grilles d'analyse pour aller vers ces différents types de sources. Je constate que beaucoup d'élèves, et parfois des étudiants même, utilisent ça de façon très passive, comme des usagers, si on veut. Et notre rôle ici, c'est justement, souvent en étant moins compétent, si vous voulez, techniquement, mais en revanche, on a nos méthodos. Et en utilisant les méthodologies, on peut décrypter, effectivement. On est aidé aussi par des collègues qui ont construit des grilles d'analyse pour les sources filmiques, par exemple, mais aussi pour aller sur les réseaux sociaux et comment les aborder. Mais ceci, sans jamais oublier quand même ce qui nous représente encore et qui est pour moi fondamental à côté, c'est le livre, le savoir vertical du livre tout de même, thèse, antithèse, synthèse. Ça reste très important pour apprendre des choses et avec ce savoir-là. Mais dire que à l'UNIF, voilà, c'est le savoir tranquille, enfin classique, je crois que ça, même ici, ça doit être terminé pour moi, idéalement à partir des bacheliers. Il faudrait un enseignement plus dynamique, je trouve. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Pierre. En fait, l'important, on est déjà à un stade plus loin. On est en train de vendre le numérique à tout crin. Je pense que notre rôle d'université, c'est justement maintenant d'en faire l'analyse critique. Et c'est en train de se mettre en place, puisque dans la nouvelle réforme de la formation initiale des enseignants, il est prévu un enseignement de plus grande ampleur que ce qu'il est aujourd'hui en matière d'éducation critique aux médias. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental si on veut préserver, je dirais, le côté démocratique de notre société. Et ça, c'est bien notre rôle ici à l'université. Parce que, voilà, l'utilisation à tout crin, sans aucune analyse critique, elle est là. Elle est là aujourd'hui. Et donc, nous, on a du boulot pour quelques années, je crois. Rectifier le tir, vous dites, Madame Mertens. Mais justement, on est en plein dans l'un des angles annoncés pour cette table ronde, c'est les outils qui sont à disposition justement des enseignants pour diffuser les savoirs. Alors on sait quels étaient ces outils dans le passé, on sait plus ou moins de quels outils les enseignants disposent maintenant, mais qu'est-ce que devraient être idéalement les outils à disposition des enseignants? Madame Mertens, quand vous étiez dans l'enseignement, il y avait les livres. Il y avait le livre, il y avait la philosophie centrée finalement sur le livre, pas sur l'enfant ou l'adolescent. On a fait beaucoup de progrès avec la technologie. Vous ne pouvez pas imaginer la révolution qu'a déjà été la première méthode du visuel. On se rappelle des cours d'allemand où on répétait sans comprendre et le prof disait non, c'est pas grave, tu répètes, on comprenait rien. C'était une révolution, évidemment. Avec le temps, ça s'est amélioré. Les Anglais ont été très forts. Un problème ? Non, pas du tout. Les Anglais ont été très forts pour des méthodes et il y a eu finalement pléthore. Donc, avec les années qui passaient, on avait de plus en plus de manuels en rapport avec l'option de l'élève, ce qui était vraiment centré donc sur lui, aussi centré sur le dialogue plutôt que le texte. Mais là encore, on a le souci de les faire communiquer, de les faire s'exprimer. Ça n'a pas été facile de faire parler les élèves. Mais est-ce que ces outils, est-ce que, si vous me permettez l'expression, un clou chasse l'autre et un outil remplace un outil précédent, ou est-ce qu'on est tout de même dans le complémentaire Certainement, oui. Certainement. Donc, moi, je pense qu'on est dans le complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux répondre, on dispose de beaucoup d'outils. Concrètement, pour donner ses cours. Vraiment beaucoup d'outils, c'est très, très varié. Je pense qu'un prof essaie justement de s'y retrouver et que le défi, si on doit suggérer quelque chose à améliorer, c'est trouver comment gérer le fait que ce soit très, très, très multisource aussi pour le prof, et qui aime en général sa liberté de prof. Je vais travailler là-dessus, je vais utiliser ça, etc. Et en même temps qu'il ait un pilotage suffisant pour se dire ce que je suis en train de faire, c'est quand même la ligne que suit à peu près chaque prof
de la communauté ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je pense que le défi, c'est avoir des documents ou des choses, maintenant dans les programmes c'est un peu plus comme ça que c'est fait, où on a la ligne et en même temps plein de suggestions à côté. Et ça peut certainement être encore amélioré. Maintenant, pour les outils, je vous dis, on a les outils textuels, que ce soit des outils papier ou des outils numériques, et qui se complètent parfaitement, plus ou moins didactisés, c'est-à-dire les sources de référence et des milliers de manuels de transformation, comme ça on achète, il n'y a pas de souci. On a des vidéos qui sont super, qui permettent d'illustrer les cours, parce que je pense que pour donner du dynamisme à un cours et intéresser, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, il faut que ce soit très varié. Même les méthodes, on a accès à des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on fait probablement plus de cartes mentales qu'on en faisait avant, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc on a beaucoup de choses. Si je dois avancer à côté de ce défi du pilotage avec multisource, autre chose qui pourrait, je crois, être améliorée, c'est toute la question de l'actualité scientifique à intégrer dans les cours. Personnellement, je crois que là, on était en train de passer un colloque sur la diffusion du savoir et la vulgarisation scientifique. Donc on peut parler de deux choses. On peut parler du savoir qui évolue. Tous les savoirs évoluent beaucoup. Mais je veux dire, il y a des choses, probablement quelques règles de chimie qui n'ont pas beaucoup changé dans la base. Okay, mais il y a énormément de choses qui sont actives dans le domaine de la bio. Énormément. Ça bouge, si, énormément. Mais j'ai pas dit non. J'ai dit oui et... J'ai pas dit non. Autant pour c'est moi. Parce que je pensais aussi avec Kevin Dundungen que en l'histoire, par exemple, et dans tout ce qui est l'enseignement de l'histoire, sur le passé relativement récent, il y a quand même beaucoup de lacunes dans l'enseignement. Sur le passé récent. Non. C'est-à-dire que tous les thèmes... Tous les thèmes qui ont été vus sont revus par les collègues. Et là où je te rejoins absolument, c'est que l'UNIF ne fait pas assez de travail de vulgarisation, de référentiel pour l'enseignant, pour qu'il puisse en fait se mettre à jour. Parce que on a un point où, par exemple, en histoire, on parle de temps à autre, par exemple, des femmes, voilà, bon, alors que quand même, ça fait 40 ans qu'il y a une bibliographie académique sur le sujet. Des efforts sont faits, mais c'est insuffisant. C'est un exemple. Donc ça, c'est un rôle que les universités doivent prendre. C'est nourrir la fabrique scolaire, qu'elle ne soit pas dans la répétition de savoir dépasser. Hein, ça, c'est une chose. Et je pense que sur les techniques, l'apprentissage à l'UNIF, on en a enfin un de notre côté maintenant, d'un TBI, d'un tableau blanc interactif, mais réellement l'utiliser, pas comme un rétroprojecteur, l'utiliser avec tout ce qu'il permet de faire, c'est aussi une manière d'avoir un enseignement qui peut s'ouvrir au monde, notamment parce que ces tableaux sont connectés. Oui, mais je pense que quand je parlais de l'histoire et du passé récent, je veux dire, les étudiants qui arrivent à l'université et qui n'ont pas de notion sur le passé colonial, par exemple, de la Belgique, on sait que ça a des conséquences aujourd'hui dans la société. Bon, non, elles vont pas tout mais sans faire mon laïcard, que je ne suis pas, dans le programme de l'officiel, tout de même, ces questions sont abordées. Alors, les gens diront pas suffisamment, je suis bien d'accord, mais je veux vous rappeler que pour un cours à une période, c'est 24 leçons par an. Un cours à 2 périodes, c'est 48 leçons par an. Et là-dedans, il faut ajouter les évaluations, etc., etc. Donc au total, pour raconter les choses, et pour les expliquer, il faut vraiment avoir l'esprit de synthèse. Madame Moucheron, sur ceci, parce que finalement on parle des outils, mais il y a aussi forcément le contenu, et il y a plein de choses à dire aussi sur le contenu et l'actualisation du contenu des cours qui sont donnés, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou à l'UNIF évidemment, mais particulièrement dans le secondaire et même dans le fondamental. Hein. Mais je dirais qu'à propos des contenus, bon, ils sont quand même revus périodiquement. Hein, puis on est pour le moment en train de revoir les référentiels du futur tronc commun d'une part. Les référentiels de la partie du secondaire supérieur ont été revus il y a environ 5 ans. Et donc c'est chaque fois l'occasion, je dirais, d'y mettre l'actualité ou d'y mettre un nouvel accent. Je vais prendre l'exemple de la biologie, où les derniers référentiels du secondaire supérieur ont quand même mis un accent sur la théorie de l'évolution beaucoup plus prononcé que ce qu'il était auparavant, même si c'est parfois un combat que de parvenir à faire ce genre de choses, hein, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord. Donc ça fait rien, mon combat. Je pense que ça, c'est un élément qui est important par rapport au contenu. Maintenant, concernant les outils, moi, il y a une chose que je déteste toujours, c'est le dogmatisme. Hein, on est à la mode, il faut des méthodes innovantes. Alors ça me fait rire, parce que quand on assiste à certains colloques sur les méthodes innovantes et qu'on voit l'histoire
des méthodologies, on se rend compte que les soi-disant méthodes innovantes, en fait, il y a 60 ans, elles étaient pratiquées, il y a 100 ans, elles étaient pratiquées, et puis on les a abandonnées, et puis on y revient. C'est un super effet balancier. Donc on doit être attentif à ça aussi, pas de dogmatisme. Pour moi, en fait, c'est l'être humain qui est au centre, à tout moment. Nathan? Je peux même témoigner, pour rebondir là-dessus, que j'ai été assistant d'enseignement pendant de nombreuses années. J'ai travaillé pour beaucoup de professeurs différents et il y a des choses que j'ai pu voir au cours de toutes ces années que par rapport à la première année où j'ai commencé pour un cours donné où le professeur a une idée sur la méthode d'enseignement qu'il veut que ses assistants utilisent, sur la manière dont il veut que ça se passe, il change en cours de route les années qui viennent et il revient finalement au point de départ après 6 ans. Et c'est un cycle comme ça qui tourne et donc il y a certains professeurs qui font ça. Et donc, on croit que certaines choses qu'on fait sont novatrices, sont nouvelles, mais en fait pas du tout. On est en train de refaire ce qui a déjà été fait par le passé. C'est des choses qui arrivent. Et moi, ce que j'aimerais bien ajouter aussi, c'est que réussir à bien maîtriser tous les outils qu'on a à notre disposition, bien les utiliser, faire l'effort d'aller vers ces outils pour ensuite les utiliser et donner des cours spectaculaires, accrocher les gens, toutes ces choses-là, ça nécessite du temps. Et je pense que ce temps, on ne le donne pas suffisamment aux enseignants. Moi-même, en tant qu'assistant d'enseignement qui avait un mi-temps d'assistant, enfin, c'est classique, vous connaissez tout ça, hein, donc mi-temps recherche, mi-temps enseignement, je sentais bien la pression permanente de ma recherche qui ne me laissait pas toujours le temps de préparer correctement, en tout cas aussi bien que j'aurais voulu le faire, les cours que je devais donner. Il y avait beaucoup de situations où j'étais juste content de pouvoir me présenter à mon TP en ayant eu le temps de préparer correctement les exercices et de connaître la matière, mais je n'avais pas eu le temps de commencer à réfléchir d'un point de vue pédagogique comment j'allais présenter les choses, et j'improvisais totalement. Et ce temps, on ne me le donnait pas, tout simplement. C'est le problème aussi de la rentabilité du temps en classe, que ce soit dans le secondaire ou à l'UNIF, évidemment. Madame Mertens, rentabiliser le temps en classe. Oui, c'est très difficile. Les outils manquent. S'il y en a, ils ne sont que dans quelques classes. Quand c'est une grande école, on a beaucoup de déplacements à faire avec son petit matériel et il reste vraiment peu de temps pour donner le cours proprement parlé. Quand les outils sont là et en état de marche. Parce que ça, c'était le problème aussi. Alors, moi, je voudrais dire, c'est vrai qu'on manque de temps. J'ai eu une fin de carrière quand même pas facile avec les jeunes collègues qui avaient des PC dans la salle des profs et moi qui voulais bien, mais qui avait beaucoup de mal à comprendre l'outil, à l'apprivoiser. J'ai profité grâce parce qu'il y a quand même pas mal d'aide aux enseignants qu'on n'avait pas quand nous sommes connus. Comme prof et élève, les formations en cours de carrière, c'est quand même quelque chose de très précieux. À la fin, je pense que j'étais toute seule, avec d'autres plus âgés, et les plus jeunes n'avaient plus besoin, mais nous, on était toujours vraiment à avoir besoin de temps. C'était très neuf, hein, mais quel bonheur de pouvoir alors faire des PowerPoint, des textes lacunaires, ajouter des images. Vous trouvez ça tout à fait normal. Moi, je trouvais ça prodigieux dans mes dernières années de cours. Et ça marchait très bien. Mais je manquais de temps. Et donc, j'aurais, comme dit Nathan, voulu faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Nathan, pour faire une vidéo comme celle que l'on a vue pendant la pause, ça demande du temps. Ça demande un temps. Ça demande beaucoup d'investissement financier aussi. Ça demande du temps, de l'argent. Et moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pas commencé à faire ça sur mes heures d'enseignant pour l'université. Hein. Ils n'avaient pas le temps ni les moyens pour moi. Donc, j'ai dû commencer à faire ça sur mes soirées, sur mes week-ends, parce que j'avais la volonté de faire ça. Et ça a plus ou moins bousillé ma vie privée à l'heure actuelle, mais je ne le regrette pas. Enfin, je crois que je ne le regrette pas. Mais c'est des choses qui n'ont pas été soutenues par mon université. Alors tout le monde félicite, hein, tout le monde dit c'est très bien, etc. Mais après, il n'y a pas de soutien derrière à ce niveau-là et on se sent parfois un peu seul quand on fait ce genre de choses. Mais pour vous donner une idée, une vidéo animée telle que celle qui a été projetée pendant la pause, ça représente on était à 3 dessus à faire ça, mais si je parle en termes d'équivalent temps plein, ça représente une personne qui est occupée à 1,5 temps plein tout le temps. Donc c'est un travail qui est vraiment conséquent et c'est pas quelque chose qui peut s'improviser sur un coin de table 2 heures le week-end. On ne sait pas faire des trucs comme ça.
Est-ce que vous avez été contacté, par exemple, par l'enseignement, par des écoles secondaires pour utiliser, justement, qui vous demandaient d'utiliser vos vidéos dans le cadre de cours où on veut, comme disait Mme Moreau tout à l'heure, Mme Moucheron aussi, varier un peu les supports et la façon d'enseigner? Tout le temps, et ça c'est une des motivations de continuer, c'est que des messages d'écoles et d'universités, enfin d'écoles et d'universités, j'aurais plutôt dire de professeurs dans des écoles et dans des universités qui ont vu les vidéos, qui les trouvent géniales et qui disent « Ah, je les diffuse maintenant à mes étudiants, ils adorent ça », et qui font des suggestions également, qui disent « Oui, mais il y a cet autre sujet en mathématiques qui est souvent assez complexe à intéresser les étudiants, est-ce que vous ne pouvez pas faire une vidéo là-dessus ?» Et donc on y réfléchit, on fait ce qu'on peut, mais évidemment le problème c'est que toujours le temps, l'argent, enfin. Mais les vidéos sont massivement utilisées par les universités, et pas qu'en Belgique. Hein, et en fait, le plus grand public de ce genre de vidéos, c'est sans surprise la France et pas du tout la Belgique. Est-ce que, d'une certaine façon, ces accès et ces utilisations, que ce soit des vidéos, que ce soit voilà, toutes les sources des réseaux, est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas parfois une réticence des professeurs à les utiliser parce que ça les dépossède, d'une certaine façon, de la transmission et du contenu de ce qu'ils transmettent? Monsieur Van den Dungen. Non, mais c'est peut-être aussi une peur d'être fragile technologiquement parlant face à des élèves qui sont peut-être plus débrouillards. Mais je le répète à nouveau, ça n'est pas grave dans la mesure où, sur l'usage critique du support, ils peuvent apporter beaucoup de choses. C'est collaboratif, en fait, dans l'apprentissage. Et puis, je crois que c'est utile aussi pour une raison, c'est qu'il y a la trace au cahier qui est très souvent en noir et blanc pour des raisons d'économie, avec, ça veut dire aussi parfois des cours qui sont, merci beaucoup, des cours qui ressemblent un peu aux cours que moi j'ai eus dans les années 80, au siècle dernier. Donc aujourd'hui, ce qui serait possible, je crois, c'est d'avoir des équivalents de drive de support. On pourra avoir en lien les choses en couleur, les sources filmiques, les cartes en couleur. Étudier des cartes en noir et blanc quand elles désignent avec des gris délavés qui doivent désigner un rouge ou un jaune, c'est terriblement déprimant. Donc on a ça dans le cahier, ok, c'est bon, mais il doit aussi avoir pendant le cours, et quand on étudie, je trouve, avoir un accès à des types de sources qui sont dynamiques en quelque sorte et qui donnent davantage envie d'apprendre. Parce qu'autrement, ces trucs-là, ça tombe des mains, quoi. Alors, oui, à propos d'aspects dynamiques et de choses à faire. Enfin, en tout cas, je suis dans une discipline où on a la chance de pouvoir le faire. Et donc, rien de tel que de faire des expériences et que les élèves manipulent eux-mêmes. Parce qu'en fait, on a plusieurs façons d'apprendre. On a aussi bien par la vue, que par l'ouïe, que par le toucher, que par le fait de faire les choses. Et on sait très bien qu'un élève, s'il a vu une vidéo de sodium qu'on met dans l'eau, ou s'il le fait, c'est toute la différence. Il s'en souvient quand il l'aura fait sans aucun souci. Et ça, ce sont des choses qu'ils nous demandent d'ailleurs quand ils n'ont pas eu l'occasion de le faire dans l'enseignement secondaire et qu'ils arrivent parfois, alors que bon, voilà, moi je suis à la base prof de chimie organique, donc je ne devrais pas le faire. De temps en temps, ils me disent « Oh madame, on n'a pas pu voir ça. Vous voulez bien mettre du sodium dans l'eau ?» Et nous le fait. Et alors bon, on le fait, ils sont tout contents. Ça leur manque manifestement. Donc ça fait vraiment partie des choses à vivre en fait. Ça se vit. Est-ce que ça c'est pas pardon attends mais est-ce que en tant qu'ancien, c'est pas dû non mais est-ce que c'est pas dû à des initiatives justement personnelles de certains enseignants, d'autres et c'est dû aussi au contenu du cours. Il y a des cours qui se prêtent moins à forcément ça tombe sous le sens tout à fait. à la pratique, mais il y a aussi toute la part d'initiative personnelle et des professeurs qui aiment faire participer leurs élèves et d'autres qui sont moins enclins à le faire. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est clair que d'abord, de nouveau, ça prend du temps. Hein. Je reviens sur ce que Nathan disait tout à l'heure. Il a tout à fait raison. C'est quelque chose qui prend du temps, qu'on ne peut pas forcément faire à tous les cours. Hein, mon cours de B1, j'aimerais bien leur en faire aussi. Et là, malheureusement, je peux moins. Alors qu'avec les futurs enseignants, ils vont eux-mêmes travailler à l'expérimentarium et voir des élèves. Donc ça, je pense que c'est vrai. Je pense aussi que parfois, ça n'est pas possible en fonction de ce qu'on veut faire. Hein, en biologie, je comprendrais par exemple beaucoup plus le recours à certaines vidéos parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire en classe. Mais d'où de nouveau l'intérêt de varier les plaisirs. Quand on peut le faire, faisons-le. Si on ne peut pas mais qu'un autre support aide, allons-y, fonçons. C'est vraiment ça tout l'intérêt, je pense.
Nathan, je vous ai interrompu. Oui, mais je voulais juste dire, en tant qu'ancien étudiant de Madame Moucheron, qu'effectivement, les choses dont je me souviens le plus, c'est quand on les fait soi-même, et en particulier quand ça tourne mal, quand ça explose, quand il y a un blessé ou quelque chose comme ça. Mais ce sont les choses que j'ai le plus retenues et qu'on est maintenant 10 ans plus tard, et ce sont les choses qui sont restées les plus vives dans mon cerveau, pas une petite vidéo ou quelque chose comme ça. Une vidéo, à moins qu'elle soit vraiment particulièrement bien faite et particulièrement mémorable, on va vite l'oublier. Mais alors, juste quand il y a un blessé, c'est amusant. Je retiens la phrase, hein, Nathan. C'est vraiment. Il n'y en a pas souvent. Hein. Il y en a eu quelques-uns dans les laboratoires, je m'en souviens. On n'a pas souvent l'occasion de rire, donc c'est ça. Cela dit, on a parlé du fondamental tout à l'heure. Très, très rapidement, en fait, on l'a cité. Parce que, bon, forcément, on part de l'enseignement au niveau de l'université. On part en arrière vers le secondaire supérieur, secondaire inférieur. Au niveau du fondamental, quelles seraient les choses à mettre en place, mais vraiment vite, pour ne pas louper 1-2 générations encore dans la suite. Mme Roux. Je ne suis pas spécialiste du fondamental. Non, donc je c'est pas sais bien, évident, mais vous enseignez dans le supérieur, mais donc dans le secondaire supérieur, donc vous voyez arriver des enfants, des écoliers, avec beaucoup de choses à remettre en place, parce qu'il y a eu là, au niveau du fondamental, et même parfois de la maternelle, des occasions manquées. Disons que ce que je peux dire du fondamental, c'est qu'il y a un enthousiasme énorme, normalement, des élèves de cet âge. Donc j'aurais tendance à dire qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et que donc tout ce qu'on peut leur proposer en plus par rapport à la trame de leur cours, qui, si je ne me trompe pas, est fort réaxé sur certains savoirs de base de français, de maths, etc. Et j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure, peut-être néglige, je ne sais pas, c'est un jugement de valeur, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de sciences ou peut-être d'histoire, ou parce qu'on essaye de s'assurer que certains savoirs de base qu'on estime ne plus être suffisamment maîtrisés doivent être renforcés. Donc du coup, des initiatives extérieures, des gens qui viennent dans l'école, qui vont faire une activité scientifique. Moi, si je prends mon neveu, quand il y a eu quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient faire une expérience correctement, hein, et qui peut en discuter, c'est le fait du jour, le fait de la semaine, le fait du mois. Donc je suppose, et ils sont tellement enthousiastes que j'aurais tendance à dire qu'on peut tout faire. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que maîtrisent les enseignants du fondamental et ce qu'ils pourraient mieux maîtriser et auquel on pourrait réfléchir dans les réformes en cours, c'est surtout ça. Je pense qu'il faudrait prendre en compte. Là-dessus. Moi, ce que je trouverais intéressant, ce sont des échanges entre professionnels, c'est-à-dire que dans des séminaires, on puisse inviter, par exemple à l'UNIF, des professeurs qui sont instituteurs et qui nous montrent comment ils pratiquent avec des plus petits, parce qu'ils ont des méthodes pédagogiques dont on pourrait s'inspirer pour des plus grands. Pas en faisant forcément la même chose, mais disons en étant ouverts. Nous sommes parfois plus classiques, on va dire, et on peut, c'est logique, hein, parce qu'on est aussi disciplinaires, ce qu'eux sont pas, ou en tout cas moins, mais en travaillant ensemble, par un échange d'expérience. Moi, j'ai l'impression que ce qui est très important dans le métier, c'est le retour d'expérience, c'est-à-dire la rencontre avec les collègues et dans la formation, le débriefing, en fait, d'abord des stages, et puis ensuite de quand on commence le métier. C'est toi qui es prof, tu peux... Mais je raccroche avec la discussion que vous aviez tout à l'heure sur le temps. Quand vous parliez du temps, moi, je pensais... il y a les 2 éléments. Premier élément, c'est qu'est-ce qu'on nous fournit qui nous permet d'avoir notre pilotage de base et qui nous fasse perdre quand même un minimum de temps. Donc je dis que si on nous dit voilà la ligne que vous devez suivre et le type d'éléments créatifs que vous allez pouvoir trouver piocher là-dedans et que c'est plus ou moins bien fourni, ça nous aide déjà beaucoup. C'est ça contre être là et se dire je fais un cours là-dessus, qu'est-ce que j'utilise. Le prof va toujours chercher quelques sources de référence sur lesquelles il s'appuie et puis après éclater sa pensée. Donc ça aiderait. L'autre élément, c'est la communication entre collègues. Par exemple, maintenant, je suis dans une école où j'ai concrètement 5 collègues, je crois, on fait la même matière, parce que c'est une très grosse école, Absil. Et tous les profs ont évidemment leurs compétences propres. Il y a la reine du PowerPoint, il y a la championne des dissections et de la biotechnologie. Il y a moi qui ai d'autres savoir-faire ou d'autres compétences. Et si on met tout ça ensemble,
ben, je pense qu'on peut gagner sacrément de temps et surtout enrichir très très fort notre pratique. Alors, il y a une habitude qui peut-être, je l'espère, va se perdre, de travailler un peu dans son coin. Le prof, voilà, l'évolution des choses fait qu'il est amené à travailler un petit peu dans son coin. Et ça, c'est dommage. Il faut essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avoir sa propre vision des choses, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en même temps, pouvoir vraiment travailler avec les collègues. Quand on essaye, je pense à des essais qu'on a pu faire, de faire se rencontrer les profs, c'est pas facile. Parce que là, c'est le cercle vicieux, il manque de temps, donc ils se disent, voilà, j'ai pas le temps de rencontrer les collègues. Oui, madame. Oui, je pense que pour revenir à l'aspect enseignement primaire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les instituteurs, en fait, on leur demande d'être de réels magiciens. Parce qu'on leur demande de maîtriser toutes les disciplines. Et honnêtement, c'est juste impossible de maîtriser toutes les disciplines. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on est là maintenant dans un vent de réforme de la formation initiale des enseignants, puisqu'elle vient d'être adoptée. Donc c'est le moment d'essayer de se creuser pour mettre sur pied de nouveaux programmes où on peut essayer justement, quelque part, d'améliorer ça, puisqu'ils auront un peu plus de temps pour quelque part dépasser les peurs. Parce que quand on a peu d'heures d'enseignement dans sa formation de quelque chose, on a peur. Et si on a peur, on ne s'y lance pas, ou on s'y lance à minima, je dirais. Et du coup, on ne peut pas se montrer passionnant. Et c'est pour ça qu'il y a ces appels dont tu parlais tout à l'heure à l'extérieur, à un moment donné, où les élèves sont émerveillés. Mais ce serait bien s'ils pouvaient être émerveillés par leurs instits 8 heures par jour, tant qu'à faire. Et pour ça, il faudrait juste, je pense, dépasser la peur, oser y aller. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure. Et j'espère qu'avec cette réforme, on pourra le faire encore davantage. Ça, d'une part, et la collaboration, d'autre part, c'est 2 éléments essentiels. Et avec ce qui était dit là, c'est-à-dire avec les acteurs aussi culturels et scientifiques, c'est fondamental pour moi. C'est-à-dire que l'école n'est pas un lieu fermé. Il faut aussi qu'elle invite des acteurs, des comédiens, mais aussi des scientifiques, qu'elle aille vers eux, mais qu'eux viennent dans l'école. L'école, à mon avis, doit être vraiment ce lieu d'apprentissage où tous ces gens qui créent, en fait, devraient être plus souvent présents, même par des logiques presque, j'allais dire, contractuelles dans la formation. Pour moi, c'est très, très, très enrichissant. Madame Mertens, vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on ne pose également une question? Oui, quand on dit lieu d'apprentissage et lieu de vie, il y ait vraiment des choses qu'on partage. Il me semblait qu'on faisait quand même pas mal de choses, mais c'était souvent le professeur ou le maître lui-même qui était à l'initiative. Et je trouve que ça devrait être plus institutionnalisé, que ce soit depuis la direction de l'école, qu'on dise, voilà, on va faire une mare, par exemple. Je crois que dans certaines écoles, il y a des poulaillers. Donc tout ça, c'est prétexte à comprendre la science. Expliquer à l'enfant, mets pas tes doigts dans une prise. On peut y aller un petit peu plus loin aussi, que toutes ces mesures, attention, fais pas ci, fais pas là. Mais il y a une explication scientifique qu'on peut chercher à dire avec les mots que l'enfant va comprendre. Donc je pense qu'effectivement, d'étape en étape, on va consolider une conscience du monde qui l'entoure et de la place qu'il peut bien avoir dans ce monde où il ne serait pas perdu. Une question, oui, monsieur, je vous en prie. Allez-y. Je pense que notamment la construction des esprits critiques peut se faire dans des lieux extrêmement diversifiés. Je vais prendre 2 extrêmes. Quand j'étais gamin, sur la plaque Édith Cavell, il y avait mis résistante ayant été fusillée par les Allemands. À l'autre extrême, on a des musées, des institutions, des monuments, des communautés religieuses et tout ça. Les personnes vivent dans un bassin et la question est pour moi, comment faire pour que l'esprit critique et les valeurs que nous voulons défendre soient diffusées le plus largement par les différentes formes dans cet ensemble de bassins, où l'école a sa place, mais où sont aussi confrontés à la télévision et à la tablette. Alors, je suis étonné que le vocabulaire ne soit pas stabilisé. J'entends ceci. Au Canada, le mot « interprétation » a sa place à côté des mots didactiques et vulgarisation. Un interprète est différent, par exemple, d'un guide touristique. Ce qu'on demande, et c'est encore le cas à l'IFA-PME ici à Bruxelles, au guide, c'est de parler la langue adéquate. S'il veut faire visiter Bruxelles à des Japonais, il vaut mieux qu'il parle japonais. De connaître son sujet, c'est-à-dire de ne pas raconter de bêtises, et de ne pas perdre son groupe. Lors d'un examen à l'IFA-PME, quelqu'un a formé une méthode un peu plus éducative ou un peu plus active,
avait amené 1 ou 2 accessoires et il a été recalé pour ça. On lui a dit, on ne vous demande pas d'être animateur. À l'opposé du guide classique, je dirais à l'italienne et à la française, il y a l'interprète anglo-saxon, scandinave et canadien qui va partir de l'idée que le sujet qu'on aborde, le site naturel, le site historique, ne parle pas un langage directement compréhensible par le public visé, en fonction de l'âge et en fonction de sa culture et de sa préparation. Donc il va utiliser toutes les techniques d'expression, de créativité, d'expérimentation pour en faire un acteur. Exemple précis, Rempart de Québec, on forme les responsables des musées qui s'appellent centres d'interprétation en leur disant il y a un contenu cognitif. Voici ce qui est écrit par les historiens. Vous tirez comme en ligue d'impro une tranche d'âge, il faut que ce soit actif, il faut que ce soit expérimental. Ils ont créé une archéophos. Chaque groupe d'enfants a un terrain. Tout ça pour dire qu'ils sont acteurs et qu'à ce moment-là, les outils sont diffusés. Voilà, tout le monde... Voilà, tout le monde a l'air d'accord, donc c'est déjà une bonne chose. Quelqu'un veut réagir à ceci Oui, non Vous avez raison, c'est la mise en place pour que ce soit bien cohérent. J'ai une petite anecdote ici. Mon fils est allé voir une exposition dans le cadre donc, du cours de latin, exposition Galien. Ça se passe au musée de Marimont. Il revient et il me dit « Ah ben, on est allé en Flandre aujourd'hui. » Ah, je dis « Ah bon ?» Oui, parce qu'en fait... L'exposition n'avait pas été préparée au sens où moi j'aurais bien aimé qu'elle le soit, c'est-à-dire en fait de façon interdisciplinaire, si vous voulez, de façon réelle aussi. On prend une carte, on voit où ça se situe, on explique ce que c'est Marimont, on explique qui c'est Warroquet parce que c'est un collectionneur, c'est très important. Mais non, parce que c'est l'exposition Galien et que le reste on s'en fiche. C'est très curieux, c'est une manière de faire qui est ok, la liberté de l'enseignant, mais en revanche c'est quand même une perte de temps. Parce que ce voyage, il était fait sur d'autres cours, puisqu'il fait plusieurs heures pour y aller. Alors moi, je trouve que ça valait quand même la peine d'en faire un truc complet. Pareil, quand vous dites, oui, je disais ça tout à l'heure avant de monter sur scène, de dire, ben, oui, non, mais attention, parce qu'on a vu les philosophes des Lumières, mais on les a vus en français. Donc, maintenant, on va voir les philosophes des Lumières en histoire. Ah bon? Donc, quand les philosophes des Lumières, ils ont écrit des trucs, ils ont pensé déjà, attention, ça, je l'écris pour le cours de français. Bon, ça, non, évidemment, ça va pas du tout. Et ça, il faut peut-être réfléchir en amont dans la construction des programmes, y compris même des référentiels, et de mettre en lien les trucs qu'on va apprendre. Hein, s'il y a quelque chose qui est intéressant dans le savoir horizontal, c'est peut-être cette mise en réseau des apprentissages et puis des connaissances. Autrement, c'est ultra répétitif et les élèves, ils s'en rendent compte. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on a parlé des outils matériels, mais on a aussi parlé du contenu, en mettant effectivement quand même l'accent ou l'interrogation sur le côté transversal des enseignements, de façon aussi à rentabiliser, entre guillemets, le temps que l'on passe en classe et de le fournir et de le compléter, pas seulement avec des sources matérielles différentes, mais avec des angles et des portes d'entrée donner du sens dans les contenus. Donner du sens. Voilà, exactement. Si on ne donne pas de sens, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. Monsieur. Bien justement, je voulais prendre la parole. On a évoqué tout à l'heure brièvement le cours de philosophie citoyenneté qui se met en place et justement, dès le plus jeune âge, il est construit, je pense, en tout cas parmi les concepteurs du référentiel, dans le sens qu'on vient d'aborder. Partir du principe que dès le plus jeune âge, l'enfant est capable d'habileté philosophique est quand même un fameux pari qui ne se retrouve pas dans l'ensemble des programmes des cours de philosophie, notamment en Europe. Et développer ses habiletés de pensée dès le plus jeune âge, je pense que c'est une réponse transversale et qui va permettre aussi de s'adapter à différents publics qui ont des contingences culturelles, sociales très différentes. On oublie souvent l'enseignement spécialisé. Ce sont des personnes qui sont citoyennes à un moment ou à un autre aussi. Et justement, ces ajustements réciproques, cette façon d'amener la métacognition, c'est un terme un petit peu, c'est un jargon, mais amener l'enfant à réfléchir à sa propre pensée. Par exemple, je crois en la science, mais est-ce que ça relève du même type de croyance qu'une croyance dogmatique ou autre? Déjà classer toutes ces choses-là dès le plus jeune âge, à mon sens, vous allez me trouver peut-être très enthousiaste, mais je suis conseiller pédagogique pour ce cours, donc c'est la moindre des choses en FOEBE. Mais l'idée est celle-là, c'est qu'un nouveau cours, et c'est un véritable pari qu'on peut voir de manière tout à fait optimiste. Il faut qu'il soit à deux périodes alors. Ah oui, là c'est autre chose.
Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit le vendredi ? Qu'il soit à 2 périodes. Oui, oui, voilà. Mais je pense qu'effectivement, monsieur, c'est ce qu'à un moment donné, il a été soulevé ici. Je pense qu'on perd de vue le fait de commencer dès le plus jeune âge et dès le fondamental et même dès la, voilà, pas seulement même primaire, mais dès que l'on, voilà, dès que... Et il y a des initiatives qui sont des initiatives personnel d'enseignants en maternelle ou en primaire, voilà, pour ouvrir le champ des découvertes, mais il y a des choses qui devraient être inscrites finalement de façon un peu plus formelle dans les programmes si on veut être cohérent avec tout ce dont on parle maintenant. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Juste une petite remarque. Moi, j'ai eu la chance d'être parent d'élèves d'une association de parents d'élèves pendant 6 années, donc dans un Athénée. On essayait d'organiser assez régulièrement des rencontres, l'association des parents avec les professeurs ou avec des animations. Je dois dire que chaque fois qu'on avait une réunion annuelle avec un certain nombre de profs, je dois dire que les parents qui venaient étaient à la fois... complètement surpris, étonné de la vitalité et des outils que je cherchais à développer, mais finalement des blocages, notamment en matière scientifique. Ils se sont rendus compte que le blocage ne venait pas du dynamisme ou de la volonté des professeurs, mais tout simplement de la machine administrative qui ne savait pas réparer à tel endroit ou tel endroit des éléments qui étaient ne serait-ce que nécessaires à ça. Et l'autre chose que je voudrais dire qui est extrêmement importante, de cette expérience-là. Moi, en tant qu'expert extérieur, j'ai eu l'occasion de venir présenter pendant 4 heures ma discipline à des élèves. Et je dois dire que ça ouvre complètement l'esprit sur ce que les professeurs vivent au jour le jour par rapport aux élèves. C'est-à-dire que vous présentez quelque chose, vous pensez être un expert, mais ils l'ont vu sur YouTube ou sur... Et je comprends la question de dépasser ses peurs, d'aller sur des domaines où ils sont extrêmement performants. Et je pense que là, il y a effectivement des choses à progresser, à faire développer dans la manière dont les parents, de manière générale, comprennent ce qui se passe réellement à l'école. C'est vraiment un lieu d'échange où les professeurs essayent parfois, la plupart du temps, pas tous, c'est comme partout, de vivre à l'intérieur de la société dans laquelle ils sont. Merci, monsieur. Une réflexion. Oui, mais avant, voilà, quelqu'un veut... Non ? Sur ce que monsieur vient de dire ? Oui ? Ah, madame Dupuis, allez-y. Bonjour. Je voudrais revenir, je voulais intervenir déjà depuis un certain temps là-dessus, sur le cours de citoyenneté, parce qu'en filigrane d'une série de choses que vous dites, bah, on n'a pas assez de temps, on est quand même disciplinaire, et il faudrait qu'un certain nombre d'attitudes changent. Donc par essence même, dans le cours d'éducation aux médias, dans le cours, je suis contente qu'il y ait des enthousiastes, parce qu'il y a toujours des enthousiastes, il vaut mieux être enthousiaste. Dans le cours de citoyenneté, toutes ces choses existent, sont données par des collègues dans des conditions qui ne sont pas évidentes non plus. Qui peut donner le cours, qui va donner le cours, tout ça n'a pas été décidé en fonction de la finalité du cours. Et donc je me demandais si un membre du panel ou tout le panel pouvait faire un commentaire sur ce qu'il attendait vraiment de ce cours de citoyenneté. Je trouve qu'on l'a baqué un peu vite là, mais il existe. C'est minimum 1 heure semaine, contentons-nous de ça pour l'instant, mais c'est quand même 1 heure semaine, et il existe. Est-ce que ce sont des professeurs de sciences qui peuvent donner les cours? Est-ce qu'on attend des conjonctions, ou des contacts ou des coordinations? Enfin bref, je crois qu'on a un peu de marge de manœuvre là, on pourrait l'exploiter. Alors c'est vrai, merci pour votre question. Alors, on ne l'a pas baqué intentionnellement, je vous le dis tout de suite. Non, c'est une expression. Ah, voilà, oui. Et donc, mais simplement, si vous voyez la liste de tout ce que je vais baquer en réalité, parce que l'heure tourne, vous seriez effrayés. Une réaction peut-être, voilà. Moi, je vais juste dire, j'ai eu l'occasion d'approcher, même si je suis prof de bio, ce cours de citoyenneté à un moment donné, parce que je crois que beaucoup de gens ont eu à l'approcher. Concrètement, il me manquait 1 heure ou 2, et puis on m'a dit vous ne voudriez pas nous faire un petit programme branché plutôt sciences pour le cours de citoyenneté, parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans le cours de citoyenneté par définition. Donc moi, je dirais juste qu'effectivement, je ne sais pas si des parties éducation aux médias seront à un moment donné vraiment opérationnels dans les écoles, et donc déjà cette partie-là
C'est-à-dire que je sais qu'il y a de la marge, mais déjà travailler sur les médias, être critique par rapport à ça, leur donner des sources fiables, pas fiables, comment je reconnais une source fiable, pas fiable, multisource, je croise des infos, ça c'est déjà une bonne chose. Oui, mais je pense qu'il y a aussi à répondre aux questions existentielles. C'est-à-dire que c'est des questions du genre, par exemple, d'apprendre qu'il est possible d'être agnostique. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté dans une école de Bruxelles, où les élèves n'en revenaient pas qu'il était possible de ne pas croire sans pour autant être athée. C'est existentiel. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est fondamental, les sciences du vivant, c'est fondamental. Bon, je trouve que l'histoire, c'est un peu d'importance quand même, bon, tant qu'à faire. Mais cette question-là, elle est existentielle. Et surtout, ça permet, moi, dans mon rêve, ce cours aurait été aussi, dans sa deuxième heure, qui dès lors donc aurait été rendue obligatoire aussi, un cours d'histoire comparée des religions, non pas pour faire son marché, mais pour qu'on se rende compte qu'il y a des choses fabuleuses qui ont été écrites sur l'histoire des religions comparées. Mais ça, bien sûr, c'est une levée de bouclier, etc., etc. Je trouve ça idiot parce que, oui, il faut le dire, il y a des croyances, si elles sont littérales, qui ont un impact négatif sur les apprentissages. Et donc, ce sont des questions qui sont fondamentales. Et il est regrettable d'ailleurs que ce cours finalement ne concernera que l'enseignement officiel. Mais donc, vous dites c'est fondamental, ça devrait être déjà existentiel là, même. Oui, mais dès le fondamental. Mais je pourquoi pas sur des questions, mais pourquoi pas sur les questions dont je parle, ça concerne déjà les tout petits enfants. C'est dès les tout petits que ce cheminement doit être fait, et cette connaissance et ces échanges avec les autres. Nathan, on vous a plus entendu depuis longtemps. Mais pour ce dont on parle, il ne faut pas avoir peur de dire quand on ne sait pas. Et donc, c'est des sujets dont je suis moins habitué. Donc, je n'ai rien de pertinent à ajouter à ce sujet. D'accord. En revanche, il y avait une question. Oui, monsieur. Peut-être plus un commentaire. J'aimerais prendre la défense des élèves. Parce qu'on a beaucoup parlé des profs et de tout. Et ils sont merveilleux. Hein, ne pensez pas que c'est une critique. Mais ce que je trouve qui manque, c'est de reconnaître la créativité des élèves. Et l'expérience que je parlais tout à l'heure d'un programme biotechnologique que j'ai fait à travers le monde, l'expérience que j'ai, c'est une erreur que j'ai faite. C'est de dire au musée, sélectionner des jeunes dans une classe qui sont intéressés par la biotechnologie, parce que c'est inimaginable que l'ensemble de la classe soit intéressé par la biotechnologie. Et dans certains cas, ils ont accepté mon point de vue. Et en Italie, à Milan, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. On a une classe en entier et on veut que l'ensemble de la classe prenne en compte ce projet. Parce que dans notre classe, il y en a qui sont intéressés par la biotech, mais il y en a qui savent dessiner, il y en a qui savent faire des vidéos, il y en a qui dansent, il y en a qui font ça. Et donc, on va en faire un projet de classe et demander que l'ensemble de la classe propose un produit sur un sujet de biotechnologie. Et ils ont fait ça, et plusieurs classes l'ont fait. Ils ont fait un concours entre les différentes classes et produit sur YouTube des vidéos des différentes classes et demandé aux gens de voter pour la meilleure. Et j'ai trouvé que les résultats étaient remarquables. Et moi, ce que je dis, et je ne vais pas vous mettre hors de votre boulot, là, hein, Nathan, mais peut-être que ça aiderait votre vie privée, c'est que, demander à des élèves de participer à la création de vidéos sur les trucs, je pense que c'est une option. Et que si les outils n'existent pas dans les écoles, dans les musées, ils doivent exister, ou à l'ULB, ils doivent exister pour aller, et on a fait ça aussi dans d'autres, créer des lieux où ils peuvent faire cette création et contribuer de façon constructive par leur vue et leur point de vue sur ces sujets. Oui, alors, par rapport à ça, en fait, je pense que c'est un bon appel du pied. Je ne sais pas si les bonnes personnes sont là pour l'entendre, mais du côté néerlandophone, il y a de l'espace-temps prévu dans les programmes pour travailler sur des projets. Ce n'est pas le cas en Belgique francophone. Et donc, on a essayé à une période de faire le prix de la jeunesse. Il y a des membres du jury qui sont présents dans la salle. Donc, on le voit. On demandait à des classes de travailler sur un projet sur le sujet qu'ils voulaient, de la façon qu'ils voulaient. Et on a eu des choses extrêmement originales. On a eu des pièces de théâtre faites comme ça dans nos auditoires par des jeunes sur des domaines scientifiques. C'était vraiment remarquable. Malheureusement,
très très peu d'écoles ont participé, toutes nous disant on n'a pas le temps, le programme ceci, le programme cela, il n'y a pas les heures pour. Voilà. Ça, c'est dommage. Nathan, vous vouliez répondre là? Oui, que j'ai en fait été l'un des juges pour un projet de vidéos qui était fait par des écoles canadiennes, des vidéos de vulgarisation scientifique. Donc j'ai passé en revue avec plein d'autres juges, il y avait des centaines de vidéos qu'on a dû voir. Et donc c'était assez merveilleux de voir tous ces étudiants qui essayaient de le faire. On sentait que certains avaient été forcés, on le sentait bien quand on voyait les vidéos et la manière dont c'était, on sentait que certains avaient été forcés. Il y a eu des petits bijoux, il y a eu des petits bijoux, mais il faut quand même réaliser que la vaste majorité de ce qui était produit, on va dire sur le plan technique, c'était pas ça non plus, hein, que c'est pas des vidéos qui vont faire une grande audience ou qui vont vraiment faire avancer la vulgarisation scientifique, mais il y avait quelques petits bijoux, effectivement, et c'est peut-être ce genre de choses aussi qui peut créer des vocations pour... Oui. Et l'initiative également. L'initiative. Après, voilà. Mademoiselle, oui, attendez, parce qu'il y a une demoiselle qui voulait poser une question. Ou... Ah bon? Ah oui. Jeune futur enseignant dans le secondaire, on est assez au courant donc, des vidéos YouTube et de l'utilisation des web, etc. Mais on est beaucoup plus réticents, j'ai l'impression, à créer des choses nous-mêmes ou à se mettre sur ces plateformes parce que on est chercheur, on est étudiant, on est spécialiste d'un domaine en particulier, mais tout ce qui est vidéo, animation... on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment où aller chercher des ressources. Et autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ce serait vraiment chouette de commencer une chaîne YouTube, mais comme vous l'avez dit, c'est chronophage. Et donc, tout seul, les gens sont un peu réticents à le faire. Et donc, il faudrait faire... Ça demande des moyens et, aussi. Ça demande des compétences techniques que moi j'ai appris sur le tas petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a aussi que, comme sur YouTube, il y a une compétition énorme de milliers de YouTubeurs qui essayent d'avoir l'attention des gens. Le résultat depuis des années, qui peuvent se clasher, le résultat depuis des années que c'est ça, c'est que quand il y a une compétition comme ça, le game, pour parler, ne cesse d'augmenter. Et donc l'aspect technique des vidéos est de plus en plus mieux foutu, de plus en plus élevé. Et donc un nouvel entrant qui entre là-dedans, mais il n'a aucune chance, il a perdu d'avance, quoi, hein. Donc quelqu'un qui essaye d'entrer là-dedans, il va être totalement dépassé par le niveau qui a déjà été atteint par les gens présents. Juste pour rebondir juste une petite seconde, on n'est pas obligé de tous maîtriser la conception de vidéos. Ce qu'a priori on doit essayer de faire, c'est de se servir des bons outils, ceux qui sont faits correctement. A priori, les vôtres sont faits avec une réflexion qui est poussée, etc. Mais je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a tout à fait moyen de faire rencontrer les deux défis, c'est-à-dire l'intérêt peut-être d'un sous-groupe d'élèves avec le développement de la connaissance générale du groupe, et aussi de le faire au sein de la classe sans forcément avoir un défi qui est lié à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un concours entre écoles, etc., pour que ça fonctionne. Voilà. Je vous donne un exemple par rapport aux biotechnologies, puisque vous en parliez. Moi, j'aime bien de faire des élocutions sur l'actualité de la génétique. Je donne un article qui traite de différents défis du moment à mes élèves. Ils me rendent un petit résumé où ils me disent « Moi, c'est surtout qui m'intéresse, ça, c'est surtout ça ». On crée des sous-groupes, ils font des présentations avec une liberté sur le moyen utilisé et ils apprennent tout ce que c'est CRISPR-Cas9, ce que c'est la thérapie génique, le profilage génétique, ce que ça peut réellement donner et toutes des questions éthiques, tous ensemble, tout en ayant fait que ce qu'ils voulaient. Donc, et dans les cours, les heures imparties dans le système francophone. Je pense que mademoiselle c'est une question de cadre, hein. Je pense que mademoiselle évoquait YouTube parce que c'est ceux qui parlent, on le disait en commençant, à votre génération et aux suivantes et à celles suivantes dans les deux sens. Et que donc, voilà, il y a un regret peut-être, je sentais un regret dans votre... c'est aussi la question de ne comment pas est-ce pouvoir que nous, en tant qu'enseignants, on peut concrétiser. être plus contributeurs à ce genre de choses qui sont plus utilisées par les étudiants. Voilà. Sans toujours devoir attendre qu'un grand scientifique, par lui-même et par peut-être un investissement fédéral ou régional, j'en sais rien. Ce qu'il y a aussi, c'est que au fur et à mesure, dans les premières années, quand on débute, on est parfois moins à l'aise dans sa propre discipline et c'est parfois compliqué de vulgariser quelque chose qu'on est encore en train d'apprendre. Mais peut-être que ce type de pratique est plus simple quand on a quelques années d'expérience, qu'on osera davantage le faire. Et c'est là où on pourrait réfléchir aussi aux profs plus âgés qui parfois en ont marre d'avoir un horaire complet.
parce qu'ils sont fatigués, mais qui pourraient en revanche passer une partie de leur temps, et donc ils seraient payés bien entendu, à faire ce type de choses ou à s'encourager. Ça induit qu'ils se tiennent au courant évidemment de ce qui se fait, mais pour moi ça fait partie du job, c'est-à-dire que pour moi, quand on a été diplômé d'ici, on n'a pas un diplôme qui dit voilà c'est fait, hein. Non, c'est juste quelque chose qui est un accès à la profession, au métier même plus précisément de mon point de vue. Et donc ça veut dire qu'il faut continuer toute sa vie à apprendre par les formations continues. Si on ne le fait pas, pour moi, là franchement, c'est une des rares fois où je vais être catégorique, je trouve qu'on n'est pas un bon enseignant. Mais Parce que, ça implique des moyens, hein, Monsieur Van den Dungen, ça implique des moyens, ça implique que le politique prenne position là-dedans, dégage des moyens, et on sait combien... voilà, c'est il y a des formations compliqué. continues qui existent. Hein, mais... Oui, mais je veux dire, voilà, monsieur... Depuis 10 ans, il y a des centres de documentation, il y a des centres de formation. Moi, j'étais enseignante à la province, et donc il y avait un site à Wavre où on pouvait quand même trouver la documentation et aussi avoir les cours qui m'ont permis... d'un petit peu rattraper les plus jeunes, mais juste un tout petit peu. Oui, monsieur. Oui, enfin, je voudrais revenir sur le cours de citoyenneté. Oui. Il a été instauré par la communauté française dans un seul réseau. Et ça, c'est catastrophique, parce que pourquoi imposer dans un réseau l'officiel ou les communaux, provinciaux, un cours et laisser à l'autre réseau, disons, on savons très bien que c'est le réseau catholique, la possibilité de disperser ce cours en fonction des matières qui sont enseignées. Ça, c'est une erreur capitale. La deuxième chose, c'est que on se plaint, tous les établissements scolaires se plaignent et sont à la course pour rechercher des professeurs de sciences, des professeurs de langue et autres. Ce que vous dites est extraordinaire, mais on n'a déjà pas le personnel de base pour former les étudiants en base. Et la troisième chose, c'est qu'on a raccourci les horaires des horaires des élèves, où on était à 35 heures, 36 heures, maintenant on est à 28 heures. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné, parce que là, il n'y a pas moyen de tout mettre dans 28 heures, alors qu'auparavant, il en fallait 36. J'ai dit. Voilà, merci monsieur pour... bon, évidemment... Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas... Oui, c'est ça. Mais peut-être pour botter en touche, peut-être pour botter en touche par rapport à ce que vous abordez comme thématiques, qui sont des thématiques fort intéressantes, mais qui sont un peu parallèles. Et peut-être au niveau institutionnel, c'est pas celle auquel on a accès nous directement, mais au niveau institutionnel, on parlait tout à l'heure d'initiatives personnelles. Donc vous aviez dit, et c'est juste que les professeurs, suivant leur réseau et leurs envies, vont avoir un certain nombre d'initiatives personnelles, et que peut-être certaines de ces initiatives pourraient devenir plus institutionnelles et qu'on pousserait. Alors ce serait quel type d'initiative ? Il y a l'organisation par exemple de conférences, quelques petites conférences sur l'année, dans les écoles ouvertes. Donc effectivement, notre école, c'est pas juste l'endroit où on vient, on repart. On peut rester un peu pour discuter de, je sais pas, changement climatique de façon hyper juste. Ça devrait marcher cette année, je suppose. Ou de biotechnologie, Madame ça marche très bien aussi. Madame, des conférenciers de l'extension de l'ULB. Gage de qualité. Oui, ça je n'en doute pas. Mais ça, ce serait une initiative personnelle d'un professeur qui vous connaîtrait. On peut essayer de vous faire connaître au maximum de professeurs. On peut gérer ça. Mais ça serait toujours une initiative personnelle. Que le système nous envoie le message, vous devez organiser dans vos écoles, on va peut-être libérer du temps d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, des 1, 2, 3 conférences de réflexion pour vos élèves, c'est autre chose. Des films scientifiques sur l'heure du midi, des relais avec les universités. On parlait d'ici d'actualité scientifique. Ils doivent visiter un laboratoire de recherche au moins une fois, s'ils sont en sciences. Personnellement, je trouve que c'est logique, ne fût-ce que pour l'orientation. On peut avoir toute une série de listes comme ça, d'initiatives plutôt généralement personnelles qui pourraient être institutionnalisées. Voilà, et on peut dire peut-être que dans les minutes et dans les heures qui viennent, on pourrait mettre une boîte à idées, non non, une liste, madame. Une autre boîte à idées, on va devoir clôturer parce qu'on me lance des regards noirs pour dire qu'on dépasse largement le temps. Peut-être une toute minuscule chose sur le mot qui a été souvent prononcé aujourd'hui et qui est aussi dans l'intitulé de ce colloque, qui est la vulgarisation. Est-ce que ce mot ne devrait pas, une fois pour toutes, être remplacé par un terme différent, étant donné que la démarche que vous avez de rendre accessible est une démarche noble, et ce mot de vulgarisation est horriblement connoté. Et voilà, tout le monde est d'accord. Boîte à idées, madame. On fait ça ? Voilà.
Je vous remercie. On doit terminer maintenant le colloque.